Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Récemment sur la chaîne on a dépassé les 5000 abonnés. Et alors je vous dis merci. Et je me suis dit est-ce que je fais quelque chose pour les 5000 abonnés? Et puis j'ai réalisé qu'il y avait un truc que je n'avais jamais fait en 4 ans sur ma chaîne, c'est me présenter. Avec la première vidéo, on est rentré directement dans mon top 10 des spectacles que j'avais vus au cours de la saison passée. Voilà pour mon top 10 théâtre de la saison 2015-2016. Comme ça, sorti de nulle part. Ensuite, on est allé au Festival d'Avignon. Je viens d'arriver à Avignon. Après, je vous ai fait le théâtre, c'est quoi? Le théâtre c'est quoi? Et puis après, bim, Paris, les vlogs. Et c'était parti pour 350 vidéos en 4 ans. Sans jamais vraiment vous dire d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie et pourquoi je parle de théâtre. Sur mon compte Instagram la semaine dernière, je vous ai demandé de me poser des questions auxquelles vous voudriez que je réponde. J'avoue que je m'attendais à 10-15 questions et en fait j'en ai eu à peu près 50-60, ce qui est pas mal du tout. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, je vous mets mon arrobase juste ici. C'est notamment sur Instagram qu'on a rendez-vous tous les dimanches soirs à 21h pour les speed dating du théâtre. Mais il est temps de répondre à cette FAQ, c'est parti! Alors déjà, deux questions similaires. Quel est ton parcours? Quelles sont tes études? Alors j'ai passé un bac scientifique. Ensuite j'ai fait un DUT en génie biologique à l'IUT de Créteil. Ça ne m'a pas plu du tout. Et j'ai décidé de me réorienter en cours d'année, donc en janvier de l'année scolaire. J'avais cette obsession du théâtre dans la tête. Et un peu par hasard, je me suis pointé aux portes ouvertes de la Sorbonne Nouvelle. J'ai rencontré la directrice du département qui m'a dit que oui, on pouvait s'inscrire en cours d'année, il fallait faire un dossier. Et je me souviendrai toujours de cette phrase, elle m'a dit « Et par contre, surtout, il faut que vous alliez beaucoup au théâtre. » Et moi, je lui ai répondu « Ah oui, j'y vais beaucoup, j'adore ça. » Sauf qu'en fait, je ne savais pas ce que c'était que le théâtre contemporain. Je ne savais pas ce qu'elle entendait par théâtre. Moi, quand elle disait beaucoup, je songeais aux 2 fois en 3 ans où j'étais allé voir un boulevard à l'Opéra de Vichy. Mais bref, j'ai fait un dossier, il se trouve que j'étais accepté. Ça a été assez intense parce que j'ai dû rattraper le premier semestre pendant le second semestre et j'ai eu ma première année de licence en études théâtrales et je n'étais toujours pas allé au théâtre. Je n'avais toujours pas vu de théâtre contemporain. Je me souviens très bien qu'une des épreuves pour le premier semestre au rattrapage, c'était d'analyser une mise en scène, et c'était la mise en scène de la cantatrice chauve de La Garce. Je ne savais ni qui était Ionesco, ni qui était La Garce. J'ai eu un fucking 18 sur 20. Je me suis dit, bon, je crois que j'ai choisi la bonne filière. Après ça, parcours classique, j'ai fait toute ma licence en études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Pour le Master 1, j'ai candidaté pour faire un échange à Montréal, à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. J'avais beaucoup de cours qui portaient sur la mise en scène là-bas. J'ai eu des cours assez hallucinants, notamment un avec Ensty Sleman qui venait faire un cours spécial. J'ai eu un cours avec Jean-Pierre Sarrazac, un atelier d'écriture. Pendant ce Master 1, j'ai commencé à préparer mon mémoire sur les drag queens dans les comédies musicales anglo-saxonnes. Ensuite, je suis rentré en France pour faire mon M2 à la Sorbonne Nouvelle. Donc toujours sur le même sujet, les drag queens dans les comédies musicales anglo-saxonnes. Sauf qu'en même temps... Ah oui, mais j'ai complètement oublié le parcours pro parce que pendant ma licence, je faisais des petites piges à Sud Radio. J'ai aidé à préparer un talk show, vraiment, on parlait de tous les sujets. Ça pouvait être une interview de Laurie, ça pouvait être Lynn Renaud, Sylvie Vartan, et des gens beaucoup moins connus parfois. Donc je faisais ça et en même temps, j'étais en stage au 20e théâtre, qui est aujourd'hui les Plateaux Sauvages. Donc ça, c'est avant le Québec. En rentrant du Québec, j'ai fait un stage à l'Opéra de Vichy et j'ai commencé à l'Opéra de Vichy à travailler en billetterie. Et donc je reviens là où j'en étais, c'est que ayant été formé à la billetterie à l'Opéra de Vichy, tout de suite en arrivant à Paris pour mon M2, j'ai postulé au théâtre de l'Odéon à la billetterie et j'ai été pris puisque j'avais déjà la formation sur le logiciel qu'il fallait. Et là, l'Odéon, ça a été merveilleux, c'est-à-dire que je faisais mon M2 en même temps que j'étais à temps plein à l'Odéon. Et cette expérience de billetterie à l'Odéon, je l'ai trouvée absolument géniale. Déjà, c'était impressionnant d'être à l'Odéon, mais aussi de rencontrer le public. Moi, c'est là que j'ai vraiment tout appris. Je pense que j'ai appris mon métier, que ce soit le développement des publics, la communication, le marketing, j'ai tout appris en étant confronté au public, au guichet, tous les jours. C'est vraiment la meilleure école d'être face au public. Et puis pour finir sur mon parcours, j'ai quitté tout ça, je me suis consacré à ma chaîne YouTube. Donc j'ai été quelques mois au chômage, 4-5 mois, pas plus. C'est à ce moment-là que j'ai fait un grand voyage en Australie et au Japon. Je suis revenu, je suis devenu un peu par magie chef de publicité chez Sylvie Aubert Communication, où je suis resté seulement 3 mois parce que j'aimais pas travailler en agence, mais par contre, avec Sylvie, j'ai appris un tas de trucs. Mais en fait, en 3 mois là-bas, c'est simple, ce que j'ai appris, c'est un peu de rigueur, mais surtout à penser en dehors du cadre. C'était en 2018, c'est une année assez folle. C'est une année où j'ai passé des essais aussi pour une émission de télé. Ah oui, entre-temps, j'ai été recruté par SceneWeb pour faire des petites capsules vidéo que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le CAJ,
qui m'ont aussi donné accès à beaucoup d'artistes, puisque bon, j'avoue que le petit tampon scène web dans le mail, ça aide au début quand on est juste petit rôle en théâtre et le gros scène web à côté. Et ensuite, j'ai été recruté à la Scala Paris, où j'ai passé 2 ans, et mon aventure à la Scala s'est arrêtée il y a quelques mois. Voilà! Première question, et j'ai fait 18 minutes de rush, mais vous avez toute ma vie en gros. Deuxième question, quel est ton théâtre parisien préféré selon les critères que tu voudras? Parisien, ça veut dire francilien ou ça veut dire parisien? Parce que si on doit rester Paris intramuros... Mais bon, en fait, mon théâtre préféré, bon, c'est un théâtre où je ne vais plus beaucoup aujourd'hui depuis qu'il a changé de direction, mais ça reste l'Odéon. C'est un lieu où quand j'y vais, je me sens encore chez moi. Pendant 3 ans, j'ai fait des trucs là-bas, j'ai fait des siestes dans la salle, j'ai même eu le droit de répéter mon spectacle. Ah oui, j'en ai pas parlé, ça, j'avais fait un spectacle en 2016. J'ai eu le droit de le répéter dans les studios de l'Odéon, j'ai fait un nombre de pots de première là-haut sur la terrasse. J'ai chanté du ABBA en haut sur la terrasse de l'Odéon, enfin non, c'est un endroit qui est très très marqué dans mon cœur. Là où les fois où au théâtre tu t'es dit waouh. Mon plus gros waouh est en fait celui qui m'a inspiré cette question quand je l'ai créé pour les interviews Quel spectateur es-tu. La fois au théâtre où tu t'es dit waouh. Où vous vous êtes dit waouh. Dis waouh. Oh, your biggest wow. C'est à la Mac de Créteil, ça s'appelait Après la répétition, Persona de Ivo Van Hove. C'était un jour où j'avais de la fièvre, j'étais pas bien, j'étais très fatigué et je suis allé voir ce spectacle. Je sais pas en quelle année c'était, je pense en 2011-2012. Toute la première partie, j'étais trop loin pour lire le surtitrage, en plus il était un peu surexposé. Donc je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait puisque la pièce était en néerlandais, c'était dans une toute petite scène comme ça, c'était assez minuscule. Et bon, entr'acte, et j'hésite vraiment à partir à ce moment-là et en même temps je me dis non, je vais rester quand même. Bon, au pire je dormirai dans la salle. Je reviens, pareil, toujours cette même petite scène mais qui avait été vraiment vidée. Il n'y avait plus grand chose. Et là, je comprends pas trop ce qui se passe, mais les murs s'effondrent, tout tombe et tombe dans l'eau. Les murs coulent au fond d'un bassin. Il y avait un immense bassin qui faisait tout le tour de cette petite scène. De cette petite scène, il restait que ce petit plancher au milieu d'une immense étendue d'eau. Il s'est mis à pleuvoir sur scène, avec des énormes ventilos sur les côtés. C'était la tempête. Je voyais toujours pas les surtitres, mais alors ça a été une claque scénographique. Mais j'étais vraiment la mâchoire décrochée sur mon fauteuil. Comment conçois-tu tes reportages vidéo, préparation, prise de contact, choix? Eh bien, je ne suis pas une personne très organisée en fait. Ça m'arrive très très souvent d'appeler le matin et dire je peux venir faire ça, je peux venir à ce spectacle ce soir. J'ai vu que ce soir il y avait Younes Aboulakoul qui était à Actoral et que j'avais pas vu. Et c'est jouable. Si on me dit oui c'est bien, si on me dit non tant pis. Là c'est très nouveau d'avoir une vidéo tous les lundis et un rendez-vous tous les dimanches soirs, mais jusqu'à présent j'avais aucun rendez-vous fixe parce que je n'arrivais pas à les tenir, parce que je trouve que ma chaîne elle dépend vraiment beaucoup de l'actualité théâtrale. C'est-à-dire qu'il y a une semaine je peux faire 6 vidéos s'il y a 6 spectacles hyper intéressants, et puis il y a d'autres semaines où bah peut-être j'aurais rien à dire alors je ferai pas de vidéo. Et au niveau des prises de contact, c'est sûr que ça a complètement évolué. La première année de la chaîne, j'étais abonné dans pas mal de théâtres, notamment au Festival d'automne. Je payais 99% de mes places, les seules places que je payais pas c'était à l'Odéon puisque j'y travaillais. Ah bah, je vais en profiter pour répondre à une autre question que j'ai vu passer. Voilà, c'est vrai que tu te fais inviter? Si oui, ça change forcément ta perception des pièces, je crois. Ouais, pendant 1 an et demi j'ai payé mes places, ensuite j'ai commencé un petit peu à travailler avec les attachés presse, mais pas tant que ça non plus, hein. C'était assez hybride à ce moment-là. C'est vraiment la 3e année où là j'ai commencé à vraiment avoir une relation suivie avec pas mal d'attachés presse, et aujourd'hui il y en a beaucoup qui me connaissent bien, que je connais bien, et je leur fais assez confiance. Il y a certaines propositions, je sais que même si moi j'y serais pas allé de moi-même, si l'attaché presse en face insiste pour que j'y aille, souvent c'est parce qu'elle connaît vraiment ma chaîne et qu'il y a une raison. Donc je fais assez confiance aux attachés presse quand même. Et puis il y a des artistes avec qui j'échange un peu plus que d'autres, et avec qui je sais que ça va être facile de tester des formats. Par exemple, le cobaye de cette chaîne c'est quand même Thomas Joly. Thomas. Bonjour Renan. Le décor est... Oui, Hey, Thomas, salut, ça va? Renan. Qui a testé à peu près tous mes formats, c'est lui qui a fait la première interview sur la chaîne avec un vieil iPhone. Un vieil iPhone tout pourri, le son était horrible, la caméra tremblait. C'est la pire interview en fait, et c'est lui qui a essuyé les plâtres évidemment. Donc ouais, j'ai pas de stratégie, je fonctionne juste au feeling pour cette chaîne. Facile, ton premier spectacle. Ton premier spectacle 2 fois. Eh bien, mon premier spectacle... En fait, là, j'ai envie de donner 3 réponses. Parce que il y a le premier spectacle, la première fois où j'ai vécu illusion théâtrale, c'était à Creusier-le-Neuf, un petit village à côté... petite ville, à côté de Vichy. Chaque année, à Creusier-le-Neuf, il y avait une association qui faisait le spectacle. Il y avait... en première partie, les enfants de l'école, et en deuxième partie, les adultes qui faisaient un boulevard ou un fait d'eau. En fait, j'allais voir mon oncle, mon parrain, et je me souviens
que moi j'étais au premier rang. Mais alors au premier rang à chaque fois. Mes parents étaient beaucoup plus loin derrière, mais moi je voulais être au premier rang. Et je ne bougeais pas pendant tout le truc. Ça durait au moins 3 heures. J'adorais ça, enfin je m'ennuyais pas du tout. C'était magique pour moi, je savais que je voulais monter sur cette scène. Et c'est là que pour la première fois j'ai vécu l'illusion théâtrale et je me souviens d'une scène où une comédienne disait bon bah je monte. Je monte. Je sais pas où elle montait, je m'en souviens plus, je sais même plus quelle pièce c'était. Et ils avaient fait un petit escalier avec 3 marches. Et après, ça redescendait derrière. Du coup, c'était caché par un rideau comme ça, enfin l'illusion. Donc elle montait les 3 marches, sauf qu'on la voyait un petit peu redescendre derrière. Et je me souviens que ce jour-là, je me suis dit, mais c'est fou parce que je sais que c'est faux, mais j'y crois quand même. Donc ça, c'est vraiment mon premier spectacle, ma première illusion théâtrale. Après, il y a eu le premier spectacle professionnel, et là, c'était à l'Opéra de Vichy. Toujours cette même association, je faisais partie du club de théâtre à ce moment-là, et j'avais genre 12 ans, je pense, 12-13 ans. Et on est allé voir une pièce de Laurent Ruquier qui s'appelait Si c'était à refaire. Non, c'était le pion. Je mangeais. Ça, c'est un foutoir là-dedans. Hein. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que pour moi, l'Opéra de Vichy, c'était un endroit où on n'avait pas le droit d'aller, parce que ça se faisait pas dans mon milieu social, on n'allait pas au théâtre. Surtout pas un truc comme l'Opéra de Vichy avec toutes ces dorures qui paraissaient un peu très riches. C'était un peu la panique, je savais pas comment m'habiller. J'avais fait une coiffure un peu atroce avec les cheveux plaqués, etc. J'avais mis mon plus beau pull, mon plus beau jean. Et en fait, ça n'avait pas été par cette association, par ce club de théâtre. Je pense que j'aurais jamais franchi les portes de l'Opéra de Vichy. Je me souviendrai toujours de cette pièce. Et petite anecdote, quelques années après, je pense 2-3 ans après, toujours dans ce même club de théâtre, on a décidé de monter cette pièce. Si c'était à refaire de Laurent Ruquier. Et du coup, j'avais le rôle principal, le rôle du docteur Jouvence. Je suis dégoûté parce que la captation de ce spectacle a été perdue. Normalement, il y avait quelqu'un qui filmait avec son caméscope, mais ça a été perdu. Et j'ai juste un tout petit extrait, mais je peux vous le remettre. Il y a un bordel fou là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez de mes fesses? J'en peux plus. Vous étiez là. Vous cherchez partout. Donc ça, c'était ma deuxième première fois au théâtre avec des professionnels sur scène. Et puis la première fois à Paris, ça a été quelque chose quand même. Et c'était, comme quoi tout est lié, aux ateliers Berthier de l'Odéon. Pour le spectacle de Fabrice Murgia, Le Chagrin des Ogres. Tu peux partir, Laetitia. Je vais y aller. Si tu veux partir, tu dois y aller maintenant, tant que Monsieur Wolf ne te surveille pas. Et tu devras courir, toujours tout droit. Une claque. Première fois que je voyais du théâtre contemporain. Première fois dans une salle moderne comme Berthier. Et je me souviens qu'après, j'étais avec d'autres étudiants de la Sorbonne Nouvelle et ils commencent à analyser, à dire des choses comme non mais moi j'en ai marre des micros au théâtre. Et moi je trouvais que c'était le truc le plus novateur au monde d'avoir un micro sur scène parce que je n'avais jamais vu ça. Et eux étaient déjà au stade de j'en ai marre des micros. Je disais rien, mais je me souviens quand même que ouais, ce jour-là j'ai su. J'ai su définitivement que j'étais vraiment au bon endroit, à ma place et que c'est là que je voulais faire ma vie professionnelle. Quand nous marions-nous? When are we going on a date? Eh ben, de toutes les interviews, laquelle la plus what the fuck et pourquoi? Les interviews se passent toujours très bien quand même. Je suis assez chanceux là-dessus. Non, j'ai pas d'interview complètement... Une autre question. Tu gagnes ta vie avec YouTube? No. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai fait, je pense, en tout, en 4 ans... 3 partenariats, donc 2 avec la Villette et 1 avec le CDN de Normandie-Rouen où j'avais été payé. Je touche de l'argent sur YouTube avec les publicités, mais il faut bien vous dire que c'est très très variable. Mais si je fais une moyenne sur tout ce que j'ai, c'est à peu près 1 euro pour 1000 vues. Actuellement, je récolte 15 euros par mois. Je possède des thunes. Mais j'ai pour projet d'essayer de développer un peu plus les partenariats. Et quand je me déplace, comme ça on est transparent sur tout, mon voyage, mon logement et mes billets de spectacle sont pris en charge par le théâtre qui m'invite. Mais en revanche, je ne suis pas payé. Je suis juste défrayé pour ces frais-là. Sauf au Festival d'Avignon. Alors, pourquoi tu fais pas de théâtre et t'as déjà fait du théâtre en tant qu'acteur, je veux dire? Oui, j'ai fait du théâtre. J'en ai fait en tant qu'amateur, donc dans ce fameux club que je mentionnais tout à l'heure. Et puis avant le bac aussi, j'ai rejoint une troupe de comédie musicale où j'ai joué Airspray. Et puis j'ai fait mon spectacle 448 répétitions d'après 448 psychose de Sarah Kane. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais c'est tout ce que j'ai fait. J'adorerais, très honnêtement, j'adorerais remonter sur scène. J'adorerais
peut-être remettre en scène ou peut-être juste jouer aussi. Es-tu le premier youtubeur de théâtre? Quel conseil donnerais-tu pour se lancer? Alors, si premier c'est dans le sens, le premier en termes de temporalité, premier youtubeur théâtre dans le sens où quelqu'un qui aurait parlé de théâtre régulièrement, oui, à ma connaissance, avant moi, il n'y avait pas de chaîne qui parlait régulièrement de théâtre. Mais il faut quand même dire que c'est quelque chose que pas mal de gens ont senti à peu près au même moment, puisque moi j'ai lancé ma chaîne en juillet 2016. Quelques semaines après, je crois, il y a eu Mia de l'Opéra et ses Ouzes qui a lancé sa chaîne sur l'opéra. Et je crois quelques mois après, ensuite, mais vraiment tout ça, ça s'est fait en très peu de temps. Il y a eu Valoche, Valentine, qui a lancé sa chaîne Valoche, qui s'appelait Le Clou du spectacle au début, je crois. On était 3 à peu près la même année à se lancer quasiment en même temps. Mais j'étais le premier. Le jour où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de chaîne YouTube sur le théâtre, je me suis dépêché. Mais genre vraiment dépêché. En une semaine, j'avais pondu la première vidéo de la chaîne, que je n'ai jamais diffusée au final. Je viens de recevoir mes places pour mon abonnement au Festival d'automne édition 2016. Mais ouais, il s'est passé vraiment très peu de temps entre l'idée et le moment où j'ai fait ça, parce que je m'étais dit, c'est incroyable, c'est la première fois où on peut être premier sur quelque chose. C'est tellement rare aujourd'hui, on a l'impression que tout a été fait. Et arriver dans un domaine où le terrain est encore vierge, je trouvais ça assez miraculeux comme situation, donc j'avoue que je me suis vite lancé tête baissée dans le truc. Et des conseils pour se lancer, eh bien, techniquement, un bon téléphone, ça suffit au début. Il y a des logiciels gratuits de montage qui sont très bien pour commencer aussi. J'ai longtemps travaillé sur des logiciels gratuits. Et puis, il faut tester, en fait. Il faut se mettre devant une caméra, il faut parler, il faut y aller, il faut écrire. Peux-tu nous parler de ton poste et de tes missions et quel métier exercez-vous? Je n'exerce plus de métier en ce moment, mais j'étais responsable marketing et communication. Je crois énormément au pouvoir de la publicité et je crois énormément au pouvoir du marketing dans le domaine culturel. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces méthodes marketing assez intrusives qu'on peut se réapproprier et les utiliser correctement, en tout cas sans excès. Mais en tout cas, il y a des outils marketing aujourd'hui qui sont à nos dispositions dans le marketing digital notamment, que je trouve très très intéressant. Donc ça a été assez passionnant pendant 2 ans de travailler là-dessus. Si tu devais être à la tête d'un festival, quelle programmation proposerais-tu? Je proposerais une programmation... c'est compliqué. Déjà, ça dépend du festival. Je pense que je serais pas loin de ce que peut proposer Hortense Archambault, par exemple. Je trouve qu'elle réussit des parcours de spectateurs assez intéressants entre l'émergence, les artistes confirmés, les très grosses productions, les toutes petites formes. Et ça, j'aime beaucoup, ce mélange de choses. Ta plus belle rencontre grâce à ta chaîne? Franchement, tous. Ça, c'est un truc qui m'émeut vachement, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les interviews, il y a une vignette de miniature, et donc c'est une capture d'écran d'un moment de la vidéo. Dans 95% des interviews, la miniature qui la représente, c'est un moment de fou rire. Ou en tout cas de sourire assez sincère et assez franc. Et c'est ça les plus belles rencontres, en fait, c'est quand le sourire passe, quoi. Je sais que quand j'ai fait une vidéo où il y a eu ce moment de sourire, où il y a eu ce moment de rire, je sais que ça sera réussi l'interview au final. Moi, je reviens toujours pas. Je rencontre des gens assez incroyables quand même, qui acceptent toutes et tous. En plus, tout le monde accepte depuis le début. Je crois que j'ai eu très très peu de refus en fait pour les interviews. Il y a qu'à voir les Ronan Awards. Je veux dire, les artistes ont fait un discours de remerciement. Merci pour ce Ronan Award. Pour un Ronan Award, c'est surréaliste. En fait, c'est surtout quand je me refais le parcours de moi qui n'ose pas entrer à l'Opéra de Vichy, qui n'ose pas s'acheter un billet à l'Opéra de Vichy, parce que déjà, bon, j'ai pas les moyens, mais surtout parce que le lieu est trop impressionnant. Et je me retrouve à interviewer les plus grands metteurs en scène, metteuses en scène, les directeurs, les directrices de théâtre. C'est dingo. C'est fou. Bon, il y a pas mal de questions qui se recoupent en fait quand même. Hein. Pareil. Oui, c'est pareil. Tu penses que tu vas arrêter YouTube un jour? Oui, j'ai eu très très envie d'arrêter à plusieurs reprises. Déjà au tout début de la chaîne, j'ai failli arrêter. Mais j'ai persévéré quand même, ce qui est... J'ai bien fait finalement. J'y ai pensé pendant le confinement, à arrêter, tout en faisant quand même une vidéo tous les 5 jours. Je dis oui et en même temps je me dis que quoi qu'il arrive professionnellement, je pense que j'aimerais bien continuer à garder cette chaîne, à montrer les coulisses du théâtre, à raconter ce qui se passe. Et puis surtout, professionnellement aujourd'hui j'en suis là grâce à cette chaîne. Toutes les personnes du milieu théâtral aujourd'hui que j'ai rencontrées, c'est grâce à YouTube principalement. C'est aussi des histoires qui se sont construites, qui sont plus seulement professionnelles. Enfin, il y a un peu plus que ça. Puis bon, on est dans un milieu aussi où la frontière entre professionnel et personnel est assez floue. Il y a une vraie fidélité aussi sur YouTube que je soupçonnais pas. Et en fait, j'adore ce lien.
Donc je sais pas si j'arrêterai YouTube, en tout cas je dois beaucoup à YouTube, ça c'est sûr. Et c'est vrai que ces 4 années YouTube, ça a été hallucinant. Donc oui, peut-être que YouTube s'arrêtera un jour, mais en tout cas je supprimerai jamais cette chaîne. Je pense qu'elle sera toujours présente. Oh, ça m'a rendu nostalgique cette dernière question. C'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. J'espère que cette FAQ vous aura plu. J'en ferai pas tous les 4 matins, hein. La prochaine dans 4 ans. Mais finalement je trouve que c'est intéressant quand même de savoir d'où je parle peut-être aussi, parce que c'est vrai que je me souviens que quand j'ai rencontré le conseil des jeunes de la MC 93, quand je leur ai raconté un peu mon parcours, ils avaient été un peu hallucinés qu'en fait que j'ai pas grandi dans un milieu où on allait au théâtre. Donc c'est bien aussi parfois de dire qui on est et d'où on parle. N'hésitez pas à donner un pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur un bouton qui ressemble à ça, et vous pouvez également activer la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. On va bientôt reprendre les vlogs, on va bientôt reprendre les sorties théâtrales, ça arrive très prochainement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.